spécialisé depuis 13 ans sur un sujet qui s'appelle le dossier médical partagé, donc sur l'interopérabilité en général. Donc on accompagne aujourd'hui à peu près une soixantaine d'éditeurs de logiciels dans l'implémentation de toutes les solutions de partage et d'échange de données de santé, que ce soit le DMP, la MSS, l'ensemble des téléservices de la CNAM. Depuis peu, on essaiera de faire voir les choses. On a une solution qui permet aussi la consultation du DP. Donc ce qu'on a voulu faire à l'origine, c'était répondre à la problématique de l'accès aux données, de la consultation aux données, des données de santé. Donc ça, c'est en 2009, donc on était un peu précurseurs, on va dire. Voilà, il fallait croire dans ce grand projet public qu'était le DMP, voilà, à l'époque. Donc je ne peux pas ne pas dire merci à Yvan Merliard d'être avec nous, qui est l'ancien directeur du projet DMP au sein de la CNAM, qui avait repris le projet en 2016 et avec lequel on a fait jusqu'à maintenant beaucoup de choses. Et pour tout dire, aujourd'hui, c'est un aboutissement des échanges qu'on a eus avec Yvon entre 2017 et 2019, où la CNAM a voulu expérimenter un mode d'accès au DMP dédié aux établissements. Et donc, on a fait des choses, on a développé des choses, et elles sont déjà en production. Donc voilà. Donc ça, c'est moi, Xavier Yoguet. Donc je te donne la main, Olivier, pour te représenter, Alain, et puis après, on lancera les choses. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Olivier Klatz, je dirige le programme Ségur du numérique en santé au ministère de la Santé. Et moi je suis Alain Libartowski, je suis médecin à l'Institut Curie, oncologue. C'est tout. Et donc Damien Porquet, cofondateur d'Icanopé, responsable technique, pour montrer l'application Efficience. On va introduire les choses assez simplement. Alors moi, je ne peux pas ne pas profiter de la présence d'Olivier pour reparler des enjeux du Ségur et des enjeux qu'on a aujourd'hui en tant que, à la fois éditeur et peut-être, j'espère, quelques établissements sur le sujet des attendus du socle, en fait. Et j'en profite pour dire à Olivier que Icanopé sera officiellement PFI, je pense, à la fin du mois de décembre, le temps de candidater, etc. Donc on accompagnera, nous, dans une logique de fourniture de nos briques auprès des éditeurs de logiciels, on accompagnera les éditeurs à candidater à la PFI, voilà, plateforme intermédiation, si je ne dis pas de bêtises. Donc si tu peux nous redonner des enjeux du Ségur, quels sont les attendus, et puis après nous on expliquera pourquoi Icanopé dit qu'on a une petite avance de phase en fait sur le sujet. Alors avant de rentrer dans les enjeux techniques, parce que je pense que c'est ce que Xavier va développer, nous, notre objectif, c'est d'arriver à ce que tout le monde soit aligné sur la même cible. Et donc, à travers ce Ségur du numérique en santé, ce qu'on cherche à faire, c'est à numériser le parcours de soins. Et à travers cette phrase que je viens de dire, donc, en gros, faire que ce qui est aujourd'hui échangé sous un format papier, que ce soit en sortant de l'hôpital, que ce soit en sortant de chez le médecin ou du laboratoire de bio, que ces documents-là, qui sont aujourd'hui plus de 500 millions sous une forme papier, qu'on en ait une majorité à l'horizon de 2 ans, qui soit échangé sous une forme numérique, à la fois à travers ce qui s'appelle aujourd'hui le DMP, ce qui demain s'appellera Mon Espace Santé, ouvert à toute la population à partir du 1er janvier 2022, et aussi à travers la messagerie sécurisée de santé. Donc du coup, on a travaillé depuis une douzaine de mois, même maintenant, avec l'ensemble des acteurs de terrain, à travers différentes, nous on appelait ça des task force, qui ont permis d'identifier justement les différents verrous techniques à faire sauter pour arriver à partager ces données de santé au sein du parcours de soins. Et donc, parmi ces éléments, donc il y en a un certain nombre, dont les socles dont vient de parler Xavier. Donc, dans ces socles, il y a l'identité nationale de santé. C'est un peu bête, mais ça veut dire que chacun a la même identité quand il change d'établissement ou quand il change de labo, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc, en gros, d'un point de vue numérique, vous changiez de nom quand vous changiez d'établissement, ce qui était une aberration. Mais ce qui rend impossible en fait le suivi de la personne, puisqu'elle existe sous 2 noms différents à chaque fois qu'elle change d'établissement. Donc cette identité nationale de santé, elle est essentielle. On a le DMP, donc tel qu'il est connu aujourd'hui, Mon Espace Santé demain, la messagerie sécurisée de santé, j'en ai parlé, et puis les moyens d'identification électronique des professionnels de santé, donc la CPS virtualisée qu'on appelle ICPS ou Pro Santé Connect. Donc ça, c'est les services socles que du coup on vient financer dans les logiciels. Et on ne vient pas financer que de la techno, puisqu'on vient financer également le déploiement et le fait qu'il soit mis en œuvre pour s'assurer qu'on a ces échanges de données entre professionnels et avec le patient. Donc le programme Ségur, c'est ça.
C'est une cible clairement identifiée en termes d'échange, un certain nombre de services socles de base qui sont transverses à l'ensemble des logiciels Confidence, des concertations avec les acteurs métiers pour essayer d'identifier s'il y a des freins qui peuvent être précis ici ou là en termes d'échange de données. Et en particulier, je pense que Xavier va peut-être rebondir là-dessus, mais on sait qu'à l'hôpital, il y a une grosse difficulté à intégrer cette CPS, la CPS matérielle. Et donc on travaille à la fois sur la piste, je dirais, virtualisation de cette CPS, donc ProSanté Connect, et une autre piste, et là je te tends la perche volontairement, qui est les certificats d'identification électronique de personnes morales, qui permettent en gros de déléguer à l'établissement la gestion des autorisations qu'on ne fait plus à l'échelle de la connexion au DMP individuelle, qui est faite à l'échelle de la personne morale, et ensuite c'est à l'établissement de contrôler les accès. Donc ça porte un nom un peu barbare qui s'appelle R, et donc du coup je te laisse peut-être prendre la main là-dessus. Un tout petit point, c'est que R, donc, qui va probablement vous être présenté, est encore un dispositif expérimental. On est en train de travailler à sa généralisation. À date, je ne peux pas vous annoncer que ça sera généralisé, parce que la décision n'a pas été prise. Et donc, voilà, on est en train de travailler à voir comment faire pour généraliser ça. Par contre, restez au contact des nouvelles, parce que c'est vraiment en cours, et ça fera partie des prochaines annonces, probablement, dans les semaines et les mois qui arrivent. Alors, merci beaucoup, Olivier. D'abord, introduire R, donc authentification indirecte renforcée. C'est pas mieux que de dire ce que tu as dit, mais en gros, on délègue à l'établissement l'authentification de ces professionnels de santé. Et donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme pour le déploiement des solutions au sein des établissements. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous, on peut dire en 12-13 ans de discussion et d'échange avec les établissements, le point bloquant de la CPS, alors il y en a plein, c'est qu'il n'y avait pas d'usage, le premier, la plupart du temps. Et l'autre, quand les DSI étaient un peu moteurs, en fait, on se retrouvait très vite avec des cartes CPS qui étaient oubliées, abandonnées, perdues. Enfin, donc on voyait bien qu'en fait, il y a une inadéquation, voilà, je vais pas le dire, entre la réalité et les usages qui étaient attendus par les professionnels de santé. Mais on viendra sur les aspects médicaux avec Alain, c'est tout l'objet. Donc nous, Icanopé, comme on est dans le concret, dans le pragmatique et dans le réel depuis longtemps, ce qu'on voulait vous proposer, alors on a un petit peu décalé le truc, mais on va vous présenter ce qu'on a fait, en fait, la solution technique qui est déployée aujourd'hui en production. Donc c'est pas du futur conditionnel ou des choses comme ça, c'est en production. Alors je vais pas citer l'établissement référent parce que il se trouve que le directeur de la clinique est un monsieur qui est très connu dans la e-santé en France. Mais on a en gros 3 établissements qui aujourd'hui consultent en mode réel le DMP sans CPS. Et donc ce qu'on vous présentait, enfin ce qu'on voulait présenter en fait, c'était que Icanopé savait accompagner sur le Ségur vague 1 et était capable de dire en fait la vague 2, vous allez y être et on va vous accompagner sur le sujet. Donc je donne la main à Damien. Donc, ce que vous voyez, c'est Efficience, donc c'est un logiciel qu'on a fait donc, il y a à peu près 10 ans, effectivement, quand le DMP avec l'ASIP avait été mis en place. Il permet de consulter le DMP. Et historiquement, donc, on en a extrait le connecteur DMP, et c'est quelque chose qui est en fait une brique parmi des briques logicielles qu'on propose. Donc là, c'est l'interface graphique. C'est donc une application web qui fonctionne avec un connecteur DMP, donc qui est disponible pour les éditeurs intéressés, nos clients. Et qui fonctionne donc avec certificat logiciel d'établissement et qui a le flux, dans le cadre du projet, le flux de consultation, les requêtes de consultation sont possibles. Donc, ce que vous voyez là, c'est un professionnel de santé s'est connecté à l'application et il voit son tableau de bord. Donc, finalement, si vous connaissez le DMP, c'est très similaire, c'est-à-dire que ce sont les patients, ces patients qu'on voit en premier. Mais on peut ouvrir les DMP, accéder au dossier en faisant des recherches sur le DMP. La particularité, c'est qu'Efficience est vraiment un logiciel complètement autonome. Il est synchrone sur le DMP, il n'y a pas de dossier patient dedans. Il accède en direct systématiquement au DMP, mais aussi au dossier pharmaceutique. Le principe, c'est de lui fournir, d'y intégrer tous les services socles, donc le DMP, le DP, la MSS, la messagerie de sécurité de santé. Et bien sûr l'INS est transparentement intégré, c'est pas très français, mais enfin voilà, au système.
Là, j'ai ouvert un dossier d'un patient. Donc, ce qu'on voit, c'est une vue agrégée, donc parcours de soins, qu'on appelle parcours de soins, qui permet de voir les nouveaux événements qui sont passés pour ce patient. Depuis maintenant plus d'un an, les DMP contiennent l'historique des remboursements systématiquement alimenté par la CNAM. Donc on a un document structuré, si le DMP existe, le document structuré est alimenté. Comme actuellement les DMP sont tous en cours de création de manière générale, du coup normalement tous les patients auront un DMP ouvert avec du coup mécaniquement alimenté par l'historique des remboursements. Cet historique des remboursements permet d'avoir un profil très rapidement pour un professionnel de santé, savoir quel est le type de pathologie. Donc on a regroupé ces informations, donc les événements on va dire qu'on a pu récupérer du DMP pour ce patient, mélangés avec les événements qui proviennent de l'historique des remboursements. Dans la vue parcours, on a mis également les plus gros contributeurs. Alors ce qu'on appelle les plus gros contributeurs à ce DMP, c'est qui a le plus d'événements qui proviennent de l'historique des remboursements ou du DMP pour ce patient. Là, on se connecte à l'opérateur Mailist, donc l'ANS, et on peut du coup contacter les professionnels de cette façon-là. Donc Efficience, par le biais de son connecteur, expose les fonctions du DMP, de la messagerie sécurisée de santé, et puis d'autres sources de données, donc par exemple les affections longue durée. On supporte aussi l'AppCV qui va être le remplacement on va dire, de la carte vitale, qui est une application que les patients installeront sur leur mobile, qui va être généralisée en 2022. On peut utiliser les fonctions d'efficience, de notre logiciel, pour permettre aux professionnels de santé d'adresser à un patient des commentaires. Par exemple, vous avez un résultat d'examen, vous voulez un second avis ou approfondir la recherche. En tant que médecin, en fait, vous pouvez directement depuis le produit adresser un mail au patient en disant en gros recontactez-moi ou faites cet examen-là, etc. Donc ça, c'est une fonction très utile. En fait, le DMP, c'est un entrepôt. Et donc nous, en fait, ce qu'on dit depuis très longtemps, c'est qu'on veut développer des usages autour du DMP. Aujourd'hui, il y a HR, donc l'historique de remboursement, qui est alimenté de manière automatique dans le dossier dans le DMP du patient. À partir de HR, en fait, on sait reconstruire deux éléments structurants dans la prise en charge. Un, l'historique des médicaments remboursés, je précise, aux patients. Donc ça, c'est un élément important dans la prise en charge du patient. On en parlera avec Alain, je pense. Et le deuxième, en fait, c'est le parcours de soins. C'est-à-dire que l'élément du parcours de soins, en fait, qu'on a comme retour de la part des utilisateurs de nos bêta-testeurs, on va dire, c'est en fait, ils savent enfin qui tourne réellement autour du patient. Et ça, c'est un truc nouveau pour eux. Ils n'avaient pas, tous les médecins n'ont pas idée du nombre de professionnels de santé qui s'occupent, prennent en charge de leurs patients. Et donc ça, c'est un vrai sujet pour eux qui est difficile à gérer, de bien identifier tous les professionnels de santé. Voilà. Donc on imagine tout un tas d'autres fonctions, mais l'idée c'est de poser cette brique comme première brique et puis de travailler avec les établissements à des évolutions. Voilà, juste pour terminer sur ce que vous voyez à l'écran, c'est en fait DP Consult, donc c'est une application qui accède aux dossiers pharmaceutiques. Ce sera intégré dans Efficience, au même titre qu'on aura la source historique des remboursements, on aura la source des dispensations avec l'historique des remboursements et on pourra faire une synthèse, un bilan. Le DP en fait a des avantages pour nous, hein, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on dit souvent. Le DP en fait est véloce, les données sont disponibles immédiatement à partir du moment où le DP est alimenté, elles sont disponibles. Le DMP, il peut y avoir des petits laps de temps juste intéressants au moment de la prise en charge en urgence, quand vous avez une prescription qui rentre en contre-indication avec un autre traitement. En fait, on ne peut pas attendre de délai de mise à disposition de l'information. Donc là, quand on travaille avec les urgentistes, en fait, ils sont absolument fous du truc parce qu'ils se disent mais c'est génial, enfin on sait réellement ce qu'a pris le patient à la pharmacie, quoi. Donc on n'a pas encore les médicaments qui ne sont pas remboursés forcément ou qui sont dispensés sans prescription, quoi. Mais c'est des sujets, j'espère que le CNOP travaillera dessus, hein. On a des cas de figure qu'on connaît tous, mais c'est vrai que la dispensation de Doliprane à très haute dose aux patients de manière libre, ça peut poser des problèmes dans les prises en charge patients, et donc du coup c'est des vrais sujets qu'il faudra traiter à terme, soit avec le patient, avec son DNS, soit, peu importe, on trouvera des solutions. Olivier, tu vois, on fait des trucs, moi je voudrais que tu pour toi qui a été les deux côtés de la fenêtre, en fait, qu'est-ce que ça peut apporter pour toi, l'expérimentation qu'on mène, et qu'est-ce que ça peut changer dans l'expérience, on va dire, des établissements, et
dans la façon dont il s'approprie le sujet du DMP? Non, mais la réponse, elle est simple. Aujourd'hui, il n'y a pas d'appropriation dans les établissements en termes de consultation. On sait que les établissements peuvent assez facilement alimenter. La consultation, c'est un vrai point de blocage qu'on a identifié à la fois à l'intérieur des pouvoirs publics et puis en dehors. Donc on travaille tous ensemble aujourd'hui à essayer de déverrouiller et de débloquer ce problème. Donc on passe du rien à quelque chose. Donc quand tu demandes c'est quoi que ça change, on espère que ça va débloquer cet aspect consultation. Dans cette consultation, il faut comprendre que dans un premier temps, il y a eu de la consultation, je dirais, un petit peu brute de l'information, légèrement transformée quand on a pu la voir là, et qui apporte déjà pas mal d'informations, notamment pour les patients qui ne sont même pas en capacité de répondre aux questions du praticien, de l'urgentiste. Nous, ce qu'on pense, c'est que dans un second temps, mais c'est étape après étape, ces informations pourront être utilisées par des logiciels d'aide à la décision, des logiciels d'aide à la dispensation, des logiciels qui permettent de travailler sur la qualité, sur la pertinence. Voilà. Donc, il y a un dernier point, je pense, qui est assez important, c'est qu'en tant qu'établissement, mais même en tant que médecin, alimenter sans pouvoir consulter, il y a un moment où on dit mais pourquoi je le fais en fait ? Pourquoi je le fais ? Parce que en fait je le fais pour la communauté, mais moi j'en retire pas finalement le bénéfice direct, puisque j'ai même pas la capacité d'aller voir ce que les autres ont mis dans le dossier de mon patient. Et donc il y a un côté extrêmement démotivant à n'avoir qu'un côté des deux. Donc évidemment, si on veut que le système fonctionne bien, on est obligé de s'attaquer à ce problème de la consultation en même temps que le problème de l'alimentation. C'est deux problèmes qui vont ensemble, parce que derrière, on ne peut pas avoir un professionnel qui accepte de l'un sans avoir l'autre. Est-ce que tu te rappelles le 17 novembre 2017, ce que tu faisais? Tu te rappelles pas? Je crois qu'on a déjeuné avec... Non, c'était le jour où on s'est croisés au congrès MIPI à Biarritz. Ah, d'accord. Voilà. Donc pour vous dire que c'est long en fait. Quand tu dis que c'est long, J'exagère. En fait, j'aime bien parler du DMP parce que ça me rajeunit, parce que DMP, on a commencé à en parler en 2004. C'est hier matin, quoi. Donc ça fait bientôt 20 ans. Donc quand on parle DMP, on est dans, disons, un processus long. Moi, je dirais un processus lent. Alors, et en plus, comme j'ai participé à la mission de relance du DMP et la mission gagneuse, je peux vous dire que DMP, j'en ai beaucoup entendu parler. Par contre, je l'ai peu utilisé en tant que praticien. Alors, ce que j'espère, c'est que enfin on a une stratégie de la santé, du numérique en santé au niveau national. Et ça n'existait pas. Ça a l'air de rien, mais on espère que ça va tout changer. Parce qu'il y avait plein de choses qui étaient un peu en silo, mais il n'y avait pas de stratégie nationale. Chacun faisait comme il voulait ou comme il pouvait, y compris les industriels. Et ce qui change tout, j'espère, c'est que maintenant qu'il y a une stratégie nationale, enfin, toutes les structures, à la fois gouvernementales, les ministères, les agences, les industriels, vont dans le même sens. Maintenant, je voudrais rentrer dans le vif du sujet. Ouais, moi aussi, je voudrais que tu parles... Oui, c'est clair, merci. Je voudrais que tu parles de l'intérêt du DP dans la pratique médicale. Toi, en tant que professionnel de santé, qu'est-ce que ça t'apporte, les données du DMP? Qu'est-ce que ça peut changer? Alors, en plus, Alain est oncologue, donc qu'est-ce que ça peut changer dans l'expérience, qu'on appelle l'expérience patient, nous? Qu'est-ce que ça peut changer, toi, dans ta pratique de professionnel de santé, et qu'est-ce que ça peut changer pour le patient? Je vais juste prendre un exemple qui est l'exemple du médicament. L'exemple du médicament, c'est quoi? C'est de dire que quand on est à l'hôpital, mais comme aussi quand on est en médecine de ville, quand on prescrit un nouveau médicament, il faut absolument savoir ce que le patient prend déjà comme médicament. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'interroge pour essayer de savoir ce qu'il prend. Alors, dans le meilleur des cas, il se rappelle du nom du médicament, mais c'est loin d'être souvent le cas. Et donc, pour ça, la NAP a conçu tout un bouquin où on dit que pour connaître, savoir ce que le médicament prend, il y a 10 possibilités différentes et en fait, il faudra en utiliser au moins 3 pour être sûr qu'on a vraiment la liste de tous les médicaments. Évidemment, c'est impossible, c'est absurde. Pourquoi c'est absurde? Parce que l'information, elle existe au niveau de l'historique des remboursements. Elle existe. Il suffit de la récupérer. On parlera de la consultation, mais aussi on parler de la récupération. Donc l'information existe sous forme numérique. Et elle est en plus structurée, puisque l'historique de remboursement, c'est pour être remboursé, donc forcément, c'est dans des bases de données structurées. Donc elle existe, et depuis très longtemps. Donc l'idée, c'est que nous, on puisse la récupérer. Je vais vous donner un exemple. Un patient, il me donne ses ordonnances, et il prend 2 antidiabétiques, il prend du glucophage, il prend du diamicron.
Alors je lui dis, vous êtes diabétique. Il me dit non. Si vous êtes diabétique, il me dit non. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que comme il prenait du glucophage, du diamicron, sa glycémie était normale. Donc pour lui, ne pas être diabétique, ça veut dire avoir une glycémie normale. Mais en fait, on ne parlait pas exactement le même langage. Mais en fait, il avait raison. C'est comme s'il disait un médicament, un patient qui prend des antalgiques, vous avez mal. Il me dirait, ben non, j'ai pas mal. Mais si, vous avez mal parce que vous avez pris des antalgiques. Ben non, j'ai pas mal. Ben oui, il a pas mal parce qu'il prend des antalgiques. Donc ça veut dire que dans le médicament, non seulement on a l'information sur le médicament, mais on a l'information sur le diagnostic. Parce que derrière un médicament, souvent il y a un diagnostic. Donc c'est un exemple d'usage utile dont on a absolument besoin quand on fait de la médecine. Sinon, on perd un temps fou à aller chercher l'information en interrogeant le pharmacien, ce que nous a dit de faire la chaise. Vous devez interroger le pharmacien, vous devez interroger le patient, vous devez interroger les accompagnants, vous devez récupérer les ordonnances, vous devez appeler le médecin traitant si vous n'avez pas plus d'informations. Ben, c'est la chaise qui a fait tout ça. C'est absurde. L'information, je rappelle, elle existe. Donc il faut la récupérer. Donc non seulement il faut pouvoir la consulter, mais la consulter, c'est pas utilisable telle qu'elle. C'est-à-dire que pour pouvoir qu'elle soit vraiment utile, il faut pouvoir traiter l'information. C'est-à-dire que le médicament, c'est à la fois des boîtes et en même temps c'est des DCI. Et évidemment, on n'est pas capable, je crois qu'il y a 10 000 spécialités en France, donc 10 000 noms de boîtes. Et ce qui compte, bien sûr, c'est la DCI. Donc il faut dire qu'il faut faire l'information qu'on a. Et dans l'historique des remboursements, c'est les boîtes qu'on a. C'est le nom des boîtes. Juste DCI, dénomenclature internationale, oui, c'est la classification des médicaments. C'est le nom de la molécule. C'est le nom de la molécule. Et donc on a besoin de traiter cette information pour transformer des boîtes en DCI et pour classer les DCI en antibiotiques, antalgiques, etc. Et donc non seulement il faut pouvoir consulter, mais il faut pouvoir aussi extraire l'information pour pouvoir la traiter. Et si c'est pas fait de façon transparente pour le médecin, c'est-à-dire, en gros, un clic, une seconde, automatique, on n'a pas le temps de l'utiliser. Parce que ce qui fait... 2 clics et 2 secondes, tu vois, tu demandes beaucoup. Bon, si on a... je veux bien on peut discuter 2 clics. Ouais, non mais... 2 secondes, je veux bien. Mais aujourd'hui, si c'est pas instantané, si c'est pas facile... Alors je comprends qu'il y a des problèmes de sécurité, qu'il y a des problèmes informatiques complexes, mais la demande fonctionnelle, elle est hyper simple. Donc débrouillez-vous, Alors d'abord au niveau... comment dire, ouais, c'est ça, interagir avec Olivier. Oui, au niveau... mais bon, encore une fois, comme je dis, maintenant il y a une stratégie, donc on a l'impression que ça va aller dans le bon sens. Donc débrouillez-vous pour donner en gros la marche à suivre, mais encore une fois, on a l'impression qu'aujourd'hui ça existe, on sait la marche à suivre. Il faut les donner à tous les industriels, donc on sait vers quoi on veut aller. Débrouillez-vous, vous les industriels, pour que ça soit simple pour les utilisateurs. Parce que sinon, le risque, c'est qu'on reparte encore pour 10 ans avec un DMP, certes alimenté automatiquement, mais pas consulté, sur lequel il n'y a pas d'usage. Donc là, l'enjeu est majeur en termes de qualité des soins, de temps passé pour les médecins. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un sacré problème. Les anesthésistes, ils voient jusqu'à 30 malades par consultation. Or, ils ont besoin absolument de cette information. Ah oui. Olivier, ce que dit Alain simplement, en fait, ce qu'un médecin a besoin, même dans le cadre d'ER, qui est une expérimentation d'authentification indirecte du professionnel de santé, mais on authentifie le professionnel de santé, donc c'est l'expérimentation. Ce que je veux, c'est que mon système soit authentifié et qu'il ait accès aux données et que la traçabilité soit apportée à un autre moment, soit parce que je suis authentifié en tant que médecin, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, vu de ta fenêtre, c'est possible ? Ce qui est marrant, c'est que vu de ma fenêtre, j'ai pas du tout entendu ça d'Alain. J'ai pas entendu sécuriser les accès, j'ai entendu, il faut que ça soit simple et pas plus d'un clic et pas plus d'une seconde. Enfin, j'ai peut-être pas entendu, mais c'est ça que j'ai entendu moi. Et donc, du coup, là, en gros, nous, déjà, ça serait un bon problème à avoir parce qu'on n'a jamais eu le problème de trop de données et pas de capacité à les traiter et à les exploiter. Donc on se dit qu'on aimerait bien avoir ce problème et d'ailleurs on est presque en train de construire le problème aujourd'hui. Et on le sait par ailleurs, donc on n'est pas complètement inconscient. Et donc en gros, alors je vais essayer de répondre à vos 2 questions. Là on a passé cette première année à essayer de concerter, mettre en place le programme avec ses défauts et notamment le défaut que tu viens de mentionner, c'est-à-dire dans le meilleur des cas qui puisse nous arriver, en fait, on crée un nouveau problème. C'est-à-dire qu'on alimente énormément d'informations dans ce DMP
mais derrière, en fait, on n'arrive pas à en avoir des usages efficaces. Et donc, après, quelque part, ça devient notre problème, comme disait Alain, donc plutôt le tien et le mien, mais pas le sien, de savoir comment faire pour que ça soit efficace. Par contre, lui, ce qu'il veut, c'est qu'à la fin, en moins d'une seconde, il a toutes les informations dont il a besoin efficacement, sans se reloguer 10 fois, sans passer par 4 serveurs différents, sans changer d'ordinateur, etc. Donc nous, en fait, ce qu'on a prévu, c'est une première phase où on va se concentrer sur créer le problème 1, qui est maintenant on a trop d'infos, et une deuxième phase dans laquelle on va essayer de financer ce que nous on appelle l'intégration, c'est-à-dire faire en sorte que ça soit beaucoup plus simple d'aller consulter cette information, d'aller l'intégrer dans les logiciels. Maintenant, en fait, cette deuxième phase, on se dit que, du point de vue national, on peut avoir un certain nombre de cadrages, mais qu'on rentre vraiment dans le métier des industriels, d'arriver à se différencier sur la facilité d'exploitation de la donnée, l'intégration, peut-être le préchargement, peut-être minimiser le nombre de clics. C'est extrêmement difficile d'un point de vue des pouvoirs publics. Autant fixer un chiffre d'alimentation automatique, on peut y arriver. Autant fixer, parce que derrière ces parcours patients, il y a des parcours de clics, quoi, en gros, et que ils sont tous un peu différents en fonction du patient, et que c'est très difficile à normer. Et donc on va essayer de faire de notre mieux avec les professionnels pour imposer des contraintes sur ces logiciels, mais il y a un moment où on va renvoyer la balle aussi. Et de toute façon, à mon avis, si on a ce problème, les professionnels vont tellement râler qu'il n'y aura pas le choix, mais on va renvoyer aussi ce problème sur les éditeurs, clairement. C'est tout l'enjeu de l'expérimentation. Nous, ce qu'on sait, en fait, c'est que dans la réalité, les médecins, ils nous disent, ça nous embête dans notre pratique, parler proprement, mais en fait, la question qu'on se pose, c'est jusqu'où l'authentification déléguée, en quelque sorte, c'est qui est attendue, en fait, c'est en gros, on délègue l'authentification à un éditeur, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut certifier l'éditeur, par exemple, pour être accepté de consulter un autre. Enfin, ça, c'est des choses aujourd'hui, nous, en fait, on sait qu'on a le besoin, mais c'est des sujets qui ne sont pas abordés parce que l'expérimentation, elle n'est pas assez avancée, en fait, sur ce sujet-là. Donc moi, je pense que ce serait bien qu'on commence à discuter de ce sujet parce que quand on voit le temps, enfin, on a dit avec Alain, j'ai fait exprès, 2017, ils vont avant, t'étais pas à la retraite. Donc en 2017, quand on a parlé du sujet, on pensait que ça irait vite, mais ça a très vite coincé, bon, pour un tas de raisons. Moi, je pense que là, le sujet, Alain, au sein de ton établissement, on voit bien qu'il reste des barrières à lever pour déployer les solutions. Est-ce que tu penses que ça devient essentiel pour toi, ce point-là, bloquant, de ne pas avoir accès en mode... comment dire, asynchrone, je veux dire ça comme ça, peut-être en gros récupérer les données, les intégrer dans ton DPI, les consulter après. Est-ce que c'est quelque chose qui devient essentiel pour toi, clé, sans ça, ça marche pas? Non mais à mon avis, il faut quand même partir des usages. C'est-à-dire qu'un DMP complet, comme tu l'as dit, si on ne décrit pas les usages qu'il va y avoir derrière, je pense qu'on va construire ce que tu as dit tout à l'heure, un entrepôt de données où il y a des données qui vont rester et que personne ne va les consulter. Donc il faut partir des usages. J'ai donné l'exemple du médicament. Je pourrais donner d'autres exemples. Mais si je reviens sur l'exemple du médicament pour ne pas refaire toute une introduction. Le médicament, on en a besoin quand le patient est présent, au moment où il est présent. Ça veut dire que quand je fais un clic, il faut que l'information elle soit disponible. Si je veux une image radiologique, un scanner, etc., si quand je fais un clic, il faut un quart d'heure pour aller chercher le scanner pour qu'il les récupère, j'irai pas. Enfin, j'irai une fois, et on aura beau me dire « Ouais, mais le serveur il est lent, le 4G il est lent, enfin des trucs à la noix, etc. » Je m'en fous, moi. Débrouillez-vous. Quand j'interroge Google, c'est la réponse en moins d'une seconde, c'est 500 000 dossiers. Achetez des serveurs. Débrouillez-vous, mais moi je m'en fous. Ce que je veux, c'est que l'information elle soit disponible. Alors j'ai bien conscience que comme c'est technique, c'est compliqué, etc., ça peut prendre un certain temps. Mais dans ce cas-là, il faut anticiper. Si le malade est attendu en consultation, parce qu'il a un rendez-vous, c'est quand même 90 à 90% des malades. Sur les urgences, je veux bien admettre que comme le patient attend 4 heures, de toute façon, même si on attend 5 minutes pour avoir le truc, c'est pas très grave. Il attend 4 heures. Il attend même des fois plus. Donc ça. Mais en consultation, on n'a pas le temps. Et en hospitalisation, on n'a pas le temps. Il faut savoir ce que c'est qu'un service d'hospitalisation aujourd'hui. Les gens, ils courent partout. Donc, on n'a pas le temps d'attendre. Et si on veut augmenter l'efficience de l'hôpital, il faut régler ce problème. Absolument.
Ça ne sert à rien de mettre des systèmes, de rajouter du personnel, etc., si de toute façon, tu n'as pas accès à l'information. Un hôpital, c'est un système qui ne gère que de l'information. C'est bien, de temps en temps, il y a un chirurgien qui met un coup de scalpel, mais même le chirurgien, il ne travaille que sur l'information. Quand il a fini son intervention, il fait un compte-rendu. Mais avant de faire son intervention, il a besoin de plein de données pour décider s'il opère ou pas. Les antécédents, l'examen clinique, l'imagerie, etc. Donc l'hôpital, c'est un système, c'est un truc qui gère l'information. C'est que ça, l'hôpital, avec quelques actes techniques de temps en temps. En gros, moi j'étais oncologue, pneumologue, je faisais des endoscopies bronchiques 1 fois ou 2 fois par semaine, donc ça me prenait 2 vacations. Tout le reste du temps, je passais mon temps à gérer de l'information. C'est-à-dire 80% de mon temps. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire que tous les systèmes qui permettent d'aller vite, d'avoir l'information, la bonne information au bon moment très vite, il faut les mettre en place. Et ça, je pense que la puissance publique a un rôle à jouer. Parce que si elle dit c'est comme ça qu'il faut que ça marche, ben, on trouvera les solutions. Et aujourd'hui, c'est encore un peu trop frileux. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 1% des patients qui ne feront pas de DMP. On commence à réfléchir pour savoir comment les gens peuvent s'opposer. Mais commençons à réfléchir sur les 99% des gens qui disent oui, moi je veux bien un DMP. C'est comme la vaccination là. Exactement. Il ne faut pas qu'on réfléchisse sur les 1%, j'ai 10%, mais je crois que c'est plutôt 1 de gens qui disent on ne veut pas de DMP. En fait, ils disent qu'ils ne veulent pas de DMP, mais quand ils sont malades, on leur dit est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ait la bonne information? Ils disent oui. Donc ça aussi, c'est un faux problème. Est-ce que, tu n'en as pas parlé, mais moi j'appelle ça la perte de chance aujourd'hui. Est-ce que l'absence de données fait perdre des chances aux patients? Est-ce que la donnée qui te manque, en fait, fait perdre des chances? C'est une perte de chance pour le patient ou pas? Est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui? Alors c'est très difficile à mesurer parce que ce qu'on dit, c'est que si on reprend le problème du médicament, c'est que le risque médicamenteux est de plus en plus grand au fur et à mesure qu'on a des médicaments de plus en plus efficaces. On dit, mais parce qu'on reprend des statistiques surtout américaines, on dit que la iatrogénie médicamenteuse, c'est à peu près 10 000 morts par an. Et on dit que c'est probablement responsable de 160 000 hospitalisations par an. Si on a la bonne information, ça ne veut pas dire qu'on va passer à 0. Mais ça veut dire qu'on va évidemment diminuer. Moi, j'ai plein d'exemples de ma pratique, et je ne vais pas vous les soumettre, comme quoi je me suis aperçu que j'avais fait une mauvaise prescription à tort parce que je n'avais pas la bonne information. Mais ça, c'est parce que je l'ai su a posteriori. Mais il y a plein de trucs que je n'ai pas su. On sait que les accidents des anticoagulants, les accidents des médicaments anti-arythmiques, les médicaments sur le diabète, l'insuffisance rénale et le diabète, tout ça, souvent, c'est lié à des interactions médicamenteuses. Donc oui, il y a une perte de chance, c'est clair, sauf qu'on ne sait pas bien la mesurer. Donc du coup, il nous reste du travail à faire. On est pris par le temps, comme toujours. Alors, pourquoi on a voulu faire ce point-là aujourd'hui? Alors, il y a plein de choses à dire sur la consultation du DMP, etc. Mais en fait, ce qu'on dit aux établissements clairement aujourd'hui, c'est engagez-vous dans le projet de la consultation. La raison pour laquelle on dit ça, en fait, c'est qu'on sait que nous, on est parti depuis 2019 sur le sujet, en proposant à la CNAM une expérimentation spécifique qui est dite MOLT LPS, donc en gros les données intégrables au système d'information de l'établissement. C'est ça la différence avec un autre projet qui est le mode WebPS, qui permet de consulter le DMP depuis le site web de la CNAM, du DMP. Et donc le point clé, en fait, c'est qu'on sait qu'il faut beaucoup de temps pour que les établissements s'approprient le sujet. Donc du coup, nous, ce qu'on dit, en fait, il y a 5 étapes qui sont nécessaires là, dans l'expérimentation d'ER, qui sont des étapes qui est un prérequis, donc il faut que l'établissement ait mis en œuvre ou mis en place un système d'authentification forte. C'est un requis. Si vous n'avez pas dans l'établissement ces solutions-là, en fait, on sait que c'est une cible trop difficile, un objectif trop difficile d'atteindre la cible de ce requis-là pendant la phase d'expérimentation. Donc nous, on dit aux établissements, allez-y, lancez-vous sur le projet, parce que ça, en fait, c'est utile, c'est nécessaire, c'est une exigence qu'il faut mettre en œuvre. Donc il y a l'authentification forte. Ça, c'est le premier point, nous, sur lequel on appuie beaucoup. Donc on pourrait faire une petite aparté sur les systèmes d'authentification forte. Mais la ICPS, la CPS, etc. Il y a plein de modalités d'authentification. Il y en a 6, on pourra vous les préciser sur le stand si vous voulez tout à l'heure. Il y a un autre point qui demande du temps quand on fait les dossiers de candidature à R. Et je pense que ça restera. C'est-à-dire que R, quand il sera généralisé, les procédures resteront et existeront. Donc il y a deux sujets, en fait, l'analyse de risque, c'est-à-dire qu'en fait on demande à l'établissement d'analyser le risque de
piratage, je veux dire ça comme ça. Enfin, en gros, tous les risques qui sont liés au fait d'aller chercher de la donnée vers l'extérieur, et donc tous les risques qui sont inhérents au système d'information. Donc ça, l'analyse de risque, en fait, c'est structurant, c'est quelque chose d'assez lourd à monter, et c'est structurant parce qu'en fait, ça demande à l'éditeur et à l'établissement d'échanger sur comment les choses vont réellement fonctionner. C'est important parce que ce qui est écrit dans l'analyse de risque fera l'objet d'un ce qu'on appelle un audit. Et donc ça, c'est important. Donc le troisième point, c'est ce qu'on appelle le IVP, ou partie RGPD du projet, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une obligation, bien sûr, d'être conforme à la RGPD. Donc du coup, en fait, on propose aux établissements un accompagnement, et donc c'est pareil, hein, cette IVP fera l'objet d'une analyse. Alors aujourd'hui, tout ça c'est fait par le CNDA. Donc, je ne sais pas s'il y aura des organisations nouvelles, etc., pour faire tout ça demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le CNDA, qui est une organisation qui est portée par la CNAM, qui vérifie tout ça, qui donne un tampon, en quelque sorte. Voilà. Donc on a l'analyse de risque, le IVP, et une fois qu'on a ce tampon, en fait, on peut passer, donc la quatrième étape, c'est la consultation. Donc on peut passer en consultation. L'établissement va commencer à jouer avec le DMP, à consulter. Et dans la dernière phase, en fait, là, c'est une étape qui n'est pas encore franchie dans aucun des expérimentateurs, qui est une phase d'audit. Donc il y a sûrement une société de certification audit qui sont sur la place publique. Donc je sais qu'en tout cas, même côté CNDA, ils réfléchissent à quel opérateur va faire cet audit. Donc il y a un audit qui sera proposé aux établissements, et donc cet audit, en fait, elle voudra faire les deux contrôles, en fait, le contrôle de conformité d'analyse de risque par rapport à ce qui a été écrit, et le contrôle que le IVP est bien respecté, donc la conformité de la partie RGPD. Donc voilà. Donc ça, en fait, ce qu'on dit aux établissements, en fait, c'est que ces étapes-là, en fait, elles mettent au minimum un an et demi, voire 2, avant d'être à l'attendu. Donc quand on dit si on veut consulter le DMP, c'est 2. Ouais. Quand on dit aux établissements consulter le DMP, on ne peut pas claquer des doigts, quoi. Ça n'existera pas, c'est impossible, parce que l'organisation qui a à mettre en œuvre et tout ce qu'il y a à faire, en fait, c'est absolument colossal. C'est un changement de paradigme, de culture parfois même dans les établissements. Et puis c'est quelque chose qui, va répondre aux enjeux de ce que serait la santé de demain. La santé de demain. Hein ? La santé 2022, c'est demain. Bon, moi, on a dépassé l'heure. Alors, j'ai 2 choses. Un, il y a un apéritif sur notre stand au je sais plus quoi. Au 59, non ? 39, voilà, j'ai 39, c'est encore la grille de l'auto, c'est bon. Vous pouvez venir nous voir et on vous refera des démonstrations, les équipes seront présentes pour vous faire des démonstrations. Et je remercie beaucoup Alain d'avoir encore joué le jeu avec moi et nous sur cette table ronde, qui est une opportunité de montrer l'engagement qu'on a auprès d'Alain et qu'on partage, de réussir à faire que la consultation du DMP soit possible au sein des établissements Curie et en général. Et merci Olivier d'avoir été précis, pragmatique comme toujours, et aide-nous à faire que le Ségur Vague 2 soit aux attendus, c'est-à-dire de la consultation. Et nous, on veut vraiment, Ecanopé, vous pousser à dire on ne peut pas se contenter de l'alimentation, c'est un requis, l'alimentation, c'est une attente pour tout le monde. Les établissements ne se satisferont pas et ne se satisfont pas du tout de pouvoir consulter les documents qu'ils produisent eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin du DMP pour ça, quoi. Donc on a besoin d'avancer là-dessus, et la valeur qui sera perçue de tout ça, en fait, changera beaucoup de choses, je pense, dans la pratique médicale. Mais merci beaucoup d'avoir accepté cette table ronde. Je vous remercie d'avoir participé et écouté ce qu'on dit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on sait parfois y répondre. À bientôt.